Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Marrakech a accueilli mi-novembre une conférence africaine inédite sur la réduction des risques en santé. La loi de finances 2023 prévoit pour sa part des taux d'imposition réduits sur les médicaments et les dispositifs médicaux importés. Et c'est sur ces derniers que nous nous arrêtons dans cette rubrique. Quel impact de cette baisse des taxes sur l'offre locale? Les producteurs nationaux du secteur devront trouver la formule compétitive et de bonne qualité. Mais il y a la question du risque sur la santé des utilisateurs de certains produits, en l'occurrence, qui échappent à tout contrôle sanitaire et même au fisc. Mais encore faut-il que la nouvelle loi régissant le dispositif médical au Maroc soit appliquée en bonne et due forme. Pour nous en parler, je reçois par Skype l'expert en industrie pharmaceutique et analyse des marchés pharmaceutiques et membre de la Société marocaine de l'économie des produits de santé. Bonjour Abdelmjid Belaiche. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors, dispositifs médicaux et médicaments, est-ce la même chose? Par exemple, je suis médecin ou même client ou patient, comment ferais-je la différence? Alors, les médicaments, on les connaît, on les utilise tous les jours, il n'y a pas de problème. Les dispositifs médicaux, c'est pas des médicaments, c'est pas quelque chose qu'on va gérer, mais souvent, c'est des appareils ou des moyens d'administrer un médicament, et ça peut aller de la seringue jetable jusqu'au scanner, etc. Ça, c'est autre chose. Par contre, quand on parle des compléments alimentaires et des cosmétiques, c'est tout autre chose, et c'est là où il y a de gros problèmes, puisque ce n'est pas contrôlé comme les médicaments, comme les dispositifs médicaux, ni au niveau du prix, ni au niveau de leur composition. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Alors justement, parlons-en, Abdelmjid Belaiche. Il y a cette question des médecins qui prescrivent des dispositifs médicaux, parce qu'il faut l'avouer, les techniques marketing utilisées pour justement commercialiser ces dispositifs médicaux sont très accentuées, notamment auprès des médecins, mais pas que, aussi auprès des pharmaciens. Est-ce qu'il y a un contrôle déjà sur ces dispositifs médicaux? Alors, le terme dispositifs médicaux étant extrêmement large et couvre énormément de choses, à mon avis, il faudrait qu'on soit plus précis et qu'on parle de compléments alimentaires et de produits cosmétiques pour les différencier des dispositifs médicaux tels que les tubulures, les injectables, les prothèses, les différentes prothèses, les scanners, etc. Donc, pour rester dans les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques, effectivement, sur ces dernières années, nous avons constaté que la pression marketing est devenue de plus en plus importante et que le produit, ce n'est plus seulement les parapharmacies, c'est les pharmacies, c'est les cabinets médicaux, à tel point que dans la confusion, puisque ces compléments alimentaires ressemblent en tout point aux médicaments dans le packaging, dans la présentation, et même revendiquent, il y a des allégations thérapeutiques, elles revendiquent des actions de santé. Et de ce fait, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de médecins ont des difficultés à distinguer un médicament d'un complément alimentaire tel que ça se présente. Et malheureusement, il est prescrit, il coûte beaucoup plus cher que le médicament et il n'est pas remboursé. Donc, il y a quelque part un préjudice pour le patient. Pourquoi ils ne sont pas remboursés, justement, Abdelmjid Belaiche? Parce que déjà au niveau des médicaments, pour qu'un médicament soit remboursé, il faut qu'il ait ce qu'on appelle un service médical rendu important ou modéré. Il ne faut pas qu'il ait un service médical rendu faible ou insuffisant. Ce qu'il élimine d'emblée, c'est-à-dire la valeur, si vous voulez, c'est la valeur ajoutée thérapeutique, il faut qu'elle soit là. Or, dans la plupart des cas pour les compléments alimentaires, ce n'est pas prouvé qu'il y a eu une action. Et c'est ça ce qui fait qu'ils ne sont pas remboursés.
D'accord. Alors, par exemple, si on prend, je voudrais juste revenir par rapport à l'encadrement. Quand je dis dispositif médical, bien sûr, cela inclut les compléments alimentaires. Aux États-Unis, il y a la FDA, la Food and Drugs Administration, qui est responsable de la conformité des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, des produits biologiques et autres aliments qui sont vendus justement en grande surface. Comment cela se passe au Maroc? Est-ce que il y a une agence qui régit tout cela? On le voit, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très disponible sur le marché, mais après, comment on peut savoir qu'il y a un approval, il y a une sorte de certification des autorités sanitaires sur tel ou tel produit? Alors, pour le médicament, c'est très simple. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché s'il n'a pas une autorisation de mise sur le marché. Pour l'obtenir, il faut apporter toutes les preuves d'efficacité et des process de fabrication, etc. Et ça met du temps. Il faudrait théoriquement une année, mais en réalité, ça peut aller de 2 ans à 3 ans pour obtenir une AMM. Pour le complément alimentaire, le dispositif médical, dans le sens du dispositif, c'est-à-dire qui peut aller de la seringue jetable jusqu'au scanner, cela aussi demande une AMM et un enregistrement qui prend du temps. Par contre, le complément alimentaire, le produit cosmétique, c'est une simple autorisation qui est demandée à la DMP et un enregistrement auprès de l'ANSA. Et c'est en 3 mois, c'est réglé, c'est pas très exigeant et c'est du déclaratif, c'est-à-dire que les gens vont dire, bon, moi, j'ai tel et tel ingrédient et puis c'est tout. Mais mais le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une véritable bombe à retardement avec des milliers de compléments alimentaires qui ne sont même pas enregistrés auprès du ministère de la Santé et qui rentrent en catimini cachés dans des containers et après, ils vont trouver leur chemin vers les différentes, soit les boutiques de para, soit malheureusement même parfois les pharmacies, mais c'est plus rare. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de traçabilité. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Où est-ce qu'ils ont été fabriqués? Il n'y a aucune information sur ça, contrairement aux compléments alimentaires qui sont enregistrés auprès de la DMP, qui offre un minimum de garantie sur leur qualité et leur origine. Alors, vous avez parlé de compléments alimentaires, justement, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on remarque sur les réseaux sociaux. Les influenceurs et les influenceuses s'en mêlent et marketent ou en tout cas vantent les bienfaits de produits de dispositifs médicaux ou de compléments alimentaires à tout va. Oui. Alors, mais est-ce qu'il y a déjà un recours par rapport à cela? Si, par exemple, tel ou tel produit a des effets néfastes sur la santé et effectivement c'est un cas avéré, est-ce qu'il y a un recours en justice? Qu'est-ce qui peut être fait? Déjà, qu'est-ce qui peut être fait pour que tout cela soit beaucoup plus encadré, puisqu'on parle ici de santé des gens et même de vie? Oui, il peut être fait à condition déjà de savoir qui est la personne qui l'a introduit ou le détenteur, si vous voulez, du produit. Ce qui est difficile pour des produits qui sont soit introduits en catimini, soit sont fabriqués dans des ateliers, dans les quartiers populaires, des arrière-boutiques. Ça, c'est difficile de retrouver. Mais par contre, pour les produits, les compléments alimentaires, produits cosmétiques dûment enregistrés auprès de la DMP, ça, c'est bien sûr, on a toutes les informations et le cas échéant, s'il y a un préjudice, on peut poursuivre la personne ou les personnes qui sont derrière ce produit-là. Et le problème, ce qui est inquiétant, c'est la part qu'a pris le côté informel dans ces produits-là. Surtout que, contrairement aux médicaments, ils ne sont pas soumis à un circuit de commercialisation qui fait que le laboratoire ne peut vendre qu'à la grossiste ou au pharmacien et le grossiste ne peut vendre qu'au pharmacien, donc un circuit bien verrouillé. Là, il n'y a pas de circuit, c'est un marché libre et même au niveau du prix,
alors que le ministère de la Santé fixe les prix des médicaments et, et les baisse, et qui sont publiés dans le bulletin officiel. Pour les compléments alimentaires, les prix sont libres. Et d'ailleurs, comment faire la différence entre un médicament et un complément alimentaire tellement les boîtes se ressemblent à tel point qu'il peut y avoir des prescriptions de l'un à la place de l'autre. Tout simplement, c'est le médicament, il a un prix PPV, prix public de vente, qui est fixé par le ministère de la Santé, qu'on ne peut ni augmenter ni diminuer. Par contre, le complément alimentaire ou le produit cosmétique, il a un PPC, prix public conseillé. Conseillé, c'est-à-dire que celui qui vend peut aussi bien élever le prix ou le baisser selon la demande du marché. Et nous avons vu pendant la période Covid, certains compléments alimentaires atteignent des niveaux incroyables de prix. Notamment de la vitamine C, par exemple. Pardon ? Notamment à des produits à base de vitamine C, par exemple. Oui, absolument, absolument. Alors, je rappelle il peut y avoir des compléments alimentaires qui ont des ingrédients naturels à base de plantes, d'autres qui contiennent des ingrédients chimiques, parfois différents de ceux des médicaments, parfois ceux qu'on retrouve dans le médicament. Vous avez cité à juste titre la vitamine C. Sauf que ce qui fait la différence entre la vitamine C médicament et vitamine C complément alimentaire, c'est que dans le cas du complément alimentaire, le dosage doit être inférieur aux apports journaliers recommandés en cette vitamine. S'il est égal aux apports ou supérieur, il sera médicament et ne peut être enregistré que comme médicament. Et donc, c'est là le problème. Pendant le Covid, nous avons vu des compléments alimentaires à base de vitamine C qui contenaient 70 mg, quelque chose comme ça, alors que les comprimés de vitamine C médicaments, c'est 1 gramme, c'est 1000 mg. Et donc, vous voyez, déjà la différence de dosage, elle est énorme. Par contre, le prix, il est jusqu'à 10 fois plus important. La vitamine C médicaments, c'est 10-15 dirhams les 10 comprimés, mais on a vu des compléments atteindre les 250 dirhams, surtout pendant la période Covid, parce qu'ils ont profité justement pas d'une pénurie, mais d'une rupture de stock, parce que tout le monde voulait avoir de la vitamine C, voulait utiliser de la vitamine C, et c'est ça la conséquence. Le problème, c'est que normalement, l'usage des vitamines doit être encadré par un médecin qui définit la dose à utiliser, la durée de traitement, etc. Qu'à partir du moment où on est dans l'automédication, il y a des dangers. Alors, il y a des dangers, certes, bien sûr, et il y a une loi quand même, Abdelmjid Belaïch, il y a une loi qui régit tout cela. Il est question de réguler à travers cette loi qui vient d'être d'ailleurs revue et révisée. Oui, mais le problème, c'est le marché informel. On ne sait pas ce qui s'y trouve, ni d'où ça vient, etc. Comment peut-on réguler un marché informel qui est très important en valeur? Si on prend le marché formel des compléments alimentaires, cosmétiques et tout ça, c'est 10% de la valeur du marché pharmaceutique. C'est aux alentours de 1 milliard de dirhams. Par contre, la partie informelle, avec des ventes en noir et sans facture, c'est un marché énorme. Peut-être qu'il est l'équivalent du marché pharmaceutique, je n'en sais rien. Mais comment le savoir? Comme toute contrebande. De toute façon, on n'a pas de statistiques qui puissent témoigner Absolument. de l'ampleur du poids de ceci. Alors, bon, une question me vient à l'esprit par rapport à cela, puisqu'on évoque le volet économique. Il y a quand même beaucoup de business qui fleurissent et qui créent des emplois aussi et qui vendent principalement des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. Bien entendu. Mais le seul problème, c'est qu'il faut que tout ça soit bien encadré par des lois, qu'il y ait des choses, qu'il y ait un contrôle aussi de qualité, parce qu'il s'agit quand même, parce que comme ils sont souvent assimilés à des produits de santé, je ne parle pas des médicaments et
et des dispositifs qui font l'objet déjà d'un contrôle, mais je parle de compléments alimentaires cosmétiques. Il y a parfois du contrôle, parfois pas, et c'est là où il y a le danger. Je voudrais citer quelques exemples. Nous avons certains produits cosmétiques qui contiennent des produits éclaircissants et qui contiennent de l'hydroquinone, qui est quand même un produit cancérigène et un produit dangereux, interdit. Et ce n'est pas seulement le problème au Maroc. Même une enquête qui a été faite sur une soixantaine de produits commercialisés dans des pays africains et en Suisse comme produits éclaircissants, on a trouvé que 75% n'étaient pas conformes, c'est-à-dire soit ils contenaient des substances interdites, soit il y avait des dépassements des teneurs. Donc vous voyez, même en France, on a retrouvé sur 160 produits des produits non conformes qui sont passés en une année de 30% à 40%. Donc il y a un problème. Au Maroc, il y a une substance auquel on ne peut pas parler, c'est la paraphénylène diamine, le PPD, plus connu en arabe sous le nom de Taqaout Romia, qui est utilisé avec le Na pour faire le Na noir, qui a fait beaucoup de dégâts parce que quand on voit les images auprès du centre antipoison et pharmacovigilance de femmes dont les mains ont été brûlées avec des brûlures qui ça, c'est une plante, juste pour que les téléspectateurs qui n'ont pas idée de ce que c'est que Taqaout Romia ou le Bildja, c'est une plante. Et c'est une plante que beaucoup d'influenceurs utilisent et vantent les mérites. On revient à cette question-là que finalement, même si ce n'est pas un dispositif médical, mais une plante, quel que soit le produit, il n'y a pas vraiment de régulation qui puisse interdire de telles pratiques ou de les punir. Voilà. Oui. Alors, le problème, c'est que les gens pensent souvent que tout ce qui est d'origine naturelle n'est pas dangereux, n'est pas toxique, ce qui est totalement faux. Si le nombre d'intoxications par produit plantes médicinales est inférieur à celui des médicaments, par contre, en mortalité, les produits par plante, qui sont parfois avec des dépassements de doses et tout ça, sont plus importants que les médicaments en termes de mortalité. Alors, la période Covid, malheureusement, a vu aussi exploser des intoxications par produits et notamment par compléments alimentaires parce que les gens étaient à la recherche du produit miraculeux qui pouvait soigner ou prévenir le Covid et ça a donné lieu à tous les dérapages qu'on peut imaginer. Alors, Siblaïch, on parle aussi d'un marché qui est local. Il y a une fabrication locale de ces dispositifs médicaux et entre autres des compléments alimentaires. Est-ce que l'offre locale fait le poids devant les produits importés? Et surtout que maintenant, on annonce justement la baisse de taxes sur des produits médicaux et paramédicaux, entre guillemets, dispositifs médicaux importés. Oui. Alors, les baisses de taxes, ils vont toucher les médicaments et les dispositifs médicaux, dans le sens du dispositif médical, mais pas les compléments alimentaires ou les cosmétiques qui ne sont pas considérés comme des produits de santé et qui vont certainement rester dans les 20% de taux de TVA. C'est très important de faire la différence. Par contre, puisque vous parlez de la TVA sur les médicaments, on sait aujourd'hui que seuls les médicaments du diabète, les cardiovasculaires, l'asthme, le sida, l'hépatite et les cancers et les produits dont le prix dépasse 1000 dirhams sont exonérés de TVA. Le reste des médicaments, il est à 7%. Or, depuis des années, il y a une demande d'exonérer même les autres produits de la TVA, sachant que malheureusement aujourd'hui, même certains médicaments de maladies chroniques comme les antiépileptiques, les antipsychotiques, les antiglaucomateux sont toujours à une TVA de 20%. Or, d'abord,
le Maroc, puisqu'il s'est comparé à 7 pays, les pays de benchmark, les 6 pays de benchmark, pardon, il s'est comparé en termes de prix, mais on n'a pas fait un benchmark de TVA. Les TVA dans les 6 pays de benchmark sont largement inférieurs à ceux du Maroc. L'Arabie saoudite, elle est à 0. Les taux de TVA en Europe sont faibles. Au Maroc, ça reste quand même élevé. Donc, il y a un travail à faire parce que finalement, qui paie cette TVA? C'est le patient et c'est les organismes gestionnaires d'assurance maladie qui paient le prix qui remboursent sur la base d'un prix de médicament auquel s'ajoute la TVA. Donc, il y a quelque chose à faire. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, on parle de baisse de TVA uniquement pour les produits importés. Et oui, mais il y a aussi des produits qui sont fabriqués localement. C'est quand même près de 80%. Qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Donc, il y a un effort à faire. Bien entendu, quand on parle de baisse de TVA, on parle de produits essentiels, qui soient médicaments ou dispositifs médicaux. Pas des produits de confort, pas des produits de conseil, bien que malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas un statut de médicament de conseil. Il y a eu des tentatives de le faire en 2014-2015. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que ça aurait permis de libérer un certain nombre de produits qui sont conseillés dans les pharmacies, de libérer les prix, qu'ils soient plus soumis à cette, si vous voulez, qu'ils soient plus encadrés et fixés par le ministère de la Santé, puisqu'il s'agit de médicaments souvent de confort ou de médicaments symptomatiques pour des choses qui ne sont pas graves et qui ne sont pas remboursées. Comment justement rendre l'offre Maroc beaucoup plus compétitive et beaucoup plus attractive pour justement déjà réguler cette balance commerciale pharmaceutique, que ce soit pour les médicaments mais aussi pour les dispositifs médicaux, parce que c'est un marché à fort potentiel quand même. Oui, c'est un marché à fort potentiel. Là aussi, puisque vous parlez des dispositifs médicaux, dans le sens de dispositifs médicaux, là aussi, malheureusement, il y a aussi un marché informel auquel il faut s'attaquer. Mais pour, si vous voulez, la balance commerciale, pour les médicaments, il y a déjà une grande partie qui sont fabriqués localement. Je pense qu'il faut encourager la fabrication pour aller encore plus loin. Quoique, les capacités aujourd'hui du Maroc, c'est 1 milliard de boîtes par an et nous, on consomme que 500 millions de boîtes. C'est-à-dire que les capacités de production sont supérieures à celles de la consommation du marché. Un marché qui est appelé, bien sûr, à se développer puisqu'il aujourd'hui, il est qualifié de marché étroit du fait de la faiblesse du pouvoir d'achat. Mais avec la généralisation de la couverture médicale, les choses vont certainement changer. Ils vont changer et beaucoup. Aujourd'hui, on est à 16 milliards de dirhams. Ça peut aller jusqu'à 40 milliards de dirhams si les choses se passent bien au niveau de la couverture, au niveau de la gouvernance et tout ça. Ça peut aller beaucoup plus loin. Alors, concernant l'export, bien sûr, il faut un accompagnement, bien sûr, des sociétés qui sont exportatrices, un accompagnement à la fois pour faciliter l'enregistrement de leurs produits auprès des agences africaines des médicaments et des DMP, et un accompagnement commercial. Et bien sûr, ce qui est malheureux, c'est que, alors qu'on en a parlé depuis 2012-2013, l'histoire de la plateforme d'exportation pharmaceutique qui a existé dans le premier contrat-programme qui a disparu entre-temps, qui va permettre de mutualiser les efforts des exportateurs et regrouper les exportations, ce qui va coûter beaucoup moins cher. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut pénétrer le marché africain qui est aujourd'hui quand même contrôlé par des entités européennes, notamment françaises. Absolument. Merci beaucoup Abdelmjid Belaiche, expert en industrie pharmaceutique et analyse des marchés pharmaceutiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.